Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 21 janvier de l'année 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Voici votre émission sociopolitique 4 sur table, le troisième de l'année 2018. L'actualité ces 3 derniers jours, c'est bien cette décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté l'article 50 de la loi du retrait de droit de grève des agents de la santé, de la justice et des forces armées et assimilées. La haute juridiction indique que ce droit devrait plutôt être encadré et non supprimé. Mais pendant ce temps, le nouveau ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est en train de bouger les choses dans son département. Investi seulement le 30 octobre dernier, le professeur Kako Maounion a déjà sorti près de 10 arrêtés. Pour lui, le dialogue franc, sincère et objectif avec les partenaires sociaux est la clé qui ouvrira les portes de l'avenir des enseignants. Quel bilan peut-on faire à mi-parcours de l'année scolaire 2017-2018 et qu'est-ce qui reste à faire justement pour satisfaire les revendications des enseignants et personnels administratifs du ministère? Invité de ce numéro de Carte sur table, M. Charles Massimé Kodia. Il est le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Monsieur Dessé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Mesdames et messieurs, les numéros pour intervenir n'ont pas changé. Le 64 0024 24, le 61 53 90 53. Merci à tous nos fidèles amis du nord du Bénin qui nous reçoivent grâce à la synchronisation avec Iban FM de Parakou. Salut également nos téléspectateurs qui nous reçoivent ces images, qui reçoivent ces images, grâce à Océan Télévision. Et enfin, vous qui nous suivez, écoutez également à travers le monde entier grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Merci et bienvenue à vous tous. Eh bien, monsieur le directeur du cabinet, Charles Massimé Kodia, merci toujours de rester, d'accepter toujours nos invitations ici à la radio. Eh bien, nous allons démarrer cette émission par la dernière actualité, vous le savez. Il s'agit bien sûr donc de la décision de la Cour constitutionnelle qui vient donc de déclarer contraire à la Constitution l'article 50 qui parle du retrait du droit de grève aux agents de santé, de la justice et des forces armées et assimilées. Alors, votre appréciation d'abord par rapport à cette décision, monsieur le DC. Oui, permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs et de leur formuler mes meilleurs vœux, de santé surtout, et de réussite dans leur entreprise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez dit que la Cour constitutionnelle a pris une décision. Oui. Qui demande qu'on encadre le droit de grève. Tout à fait. Oui, je dis que c'est sans commentaire. Mais je voudrais quand même, le cœur serré, découvrir que l'exploitation négative du droit de grève qui est faite jusque-là n'a pas été cernée de près par la Cour constitutionnelle. Ah bon. Oui. Sinon, moi je pense fermement que dans certaines conditions, le droit de grève ne devrait pas constituer un droit. Parce que quand on dit que c'est un droit de grève, c'est pas un droit de laisser les autres mourir. C'est pas un droit de laisser le justiciable ne pas recevoir l'encadrement nécessaire, etc., etc. Vous le savez mieux que moi. Mais comme c'est encadré, je pense que le gouvernement prendra la mesure des choses aussi et va encadrer le droit de grève pour qu'on ne laisse plus les gens mourir, pour que le justiciable puisse savoir que dans son pays, il peut bénéficier de la justice à un moment donné, où il est désespéré, etc. Merci. Oui, monsieur Dessé, c'est que pour certains observateurs avertis donc, de la vie politique nationale, la Cour a peut-être aussi tenu compte du climat social tendu dans le pays pour couper la poire en deux. C'est votre avis? Climat social tendu, tendu pour ceux qui veulent le rendre tendu. Parce que pour moi, il suffisait de se mettre à la table de négociation et d'échanger.
quand on se lève pour dire, bon, les négociations sont rompues parce que le gouvernement ne tient pas parole. Vous savez, cette histoire de ne pas tenir parole. Vous êtes journaliste, vous savez que dans ce pays, on a dit pendant longtemps, le président Kérékou ne tient pas parole. On a dit pendant longtemps, le président Soglo ne tient pas parole. On a dit pendant longtemps, Yaya Boli ne tient pas parole. Finalement, qui tient parole? Et aujourd'hui, le chef de l'État, Talon, qui est là, qui fait l'effort d'être à l'écoute du peuple, réellement à l'écoute du peuple, et qui partage avec le peuple les difficultés, qui organise son gouvernement de manière à ce qu'il soit exemplaire et au moins intervenir en faveur du peuple qu'il a élu réellement, on trouve encore qu'il ne tient pas parole. Finalement, qui tient parole? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un raisonnement qu'on mène pour justifier l'injustifiable. Merci. Oui, mais cette décision, M. le DC, va, semble-t-il, baisser de toute façon la tension sociale qui prévaut dans le pays donc, depuis quelques jours. Au niveau de la grève, je l'espère vivement, je l'espère. Mais au niveau de la grève en général, cette semaine, est-ce qu'on peut avoir le point au niveau donc, du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont eu à dire par rapport à votre ministère. Dites-moi un peu le bilan, est-ce que ça a suivi, mais il y a des réquisitions à votre niveau également? Non, il n'y a pas eu de réquisition parce qu'au niveau de l'administration de l'enseignement secondaire, il n'y a pas eu de grève. Le syndicat principal, le Centrasen, a été clair. Il n'adhère pas à ce mouvement de grève. Je les félicite au passage. Au niveau des enseignants, la grève a été observée à certains niveaux à 40, 60, 60%, mais à certains niveaux, il n'y a pas eu de mouvement. Dans certains établissements, il n'y a pas eu de mouvement. C'est ça. Mais on a appris quand même aussi que 2 directeurs de collèges d'enseignement secondaire ont été relevés de leurs fonctions par leur directeur départemental. Ils sont accusés d'avoir contribué à l'arrêt des cours pendant la grève. Vous confirmez l'information et pourquoi une telle sanction, monsieur le directeur? Je confirme qu'ils ont été suspendus, mais je voudrais dire à tout le monde qu'il y en a qui profitent de la pluie pour uriner dans leurs pantalons. Le directeur du CG Djougou sait clairement qu'il y avait des choses qu'on lui reprochait et qui méritait déjà qu'il soit relevé de ses fonctions. Voilà ce que vous avez dit. Oui, mais il y a celui de Comé aussi. Ils sont des syndicats, paraît-il, ils font partie des syndicalistes. Oui, vous savez, à ce niveau encore, je pense que nos responsables syndicaux au niveau de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle doivent apprendre à opérer des choix. Quand vous êtes responsable syndical, vous ne devez pas être administratif. Parce que vous êtes délégataire du pouvoir du ministre. Comment vous serez à la fois délégataire du pouvoir du ministre et faire partie de ceux qui vont venir faire des revendications? Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Ils assument ce qu'on appelle une fonction d'autorité. Et ils sont nommés par arrêté. Cela veut dire qu'ils ne peuvent plus être des responsables syndicaux. Ils ne doivent pas prendre position pour un syndicat parce qu'ils représentent le ministre. Et s'ils représentent le ministre, comment ils vont encore s'opposer sur le terrain au ministre? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas. Donc, quelque part, ces responsables syndicaux qui sont des responsables administratifs, pédagogiques et financiers devraient renoncer à leur titre. Si réellement ils sont convaincus qu'ils sont des syndicalistes. Alors, investi le 30 octobre dernier, bientôt 3 mois, le ministre Morion Kapo a promis des réformes concordantes avec le programme d'action du gouvernement. Il a déjà pris près de 10 arrêtés pour changer les choses. C'est un ministre très pressé ou un ministre qui a mesuré l'immensité des chantiers qui l'attendent, monsieur le DC? Je dirais que c'est un ministre qui a mesuré l'immensité de la tâche et qui sait que chaque jour compte pour la réussite de notre pays, surtout dans le domaine de l'enseignement. Il n'est pas pressé. Non, en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. On le fait assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On le fait assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain c'est autre chose. Après-demain c'est autre chose. Donc chaque jour, il faut prendre des mesures pour redresser. N'oubliez pas, le ministre Kokou qui l'a précédé avait parlé du retour aux normes. Et maintenant, nous sommes au stade du respect des normes. Et le respect des normes, c'est surveiller chacun à son poste et lui faire faire ce qu'il doit faire. Et pour le faire, c'est les lettres circulaires, ce sont les notes, ce sont les arrêts. Est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que souvent, quand on vient, on investit un ministre, on bouge beaucoup de choses, mais après, c'est le camp plat. Et monsieur le ministre Kapo est en mission. Je suis convaincu que tant qu'il sera dans cette mission, il travaillera de la même manière. Ouais.
Alors, maintenant, parlons bien des circulaires, si vous voulez bien, monsieur le directeur du cabinet. Revenons sur certains de ces arrêtés. Le premier qu'il a signé concerne, monsieur, le respect du quota horaire des vacations. Je crois que c'est ça. Alors, qu'en est-il justement par rapport à cet arrêté-là? Est-ce que les vacataires ont épousé l'idée, bien sûr, du ministre Kapomayon? Oui, je peux vous dire que c'est eux-mêmes qui ont souhaité que cela soit ainsi, parce qu'ils ont démontré que le professeur permanent a 18 heures et puis peut aller faire des heures de vacation ailleurs. C'est que eux, quand même, ils ont besoin aussi d'enseigner. Et puis, n'oubliez pas, dans le monde des vacataires, nous avons de nombreux professeurs aussi qui sont qualifiés. C'est ça. Ils sont qualifiés. Et si on leur donne peu d'heures, c'est que la masse horaire couverte sera réduite. Donc, c'est en réponse à tout cela qu'il a demandé qu'on respecte le quota horaire. C'est ça. Il y a aussi quand même la lenteur dans le traitement des dossiers assignés donc, aux agents à divers niveaux donc, de responsabilité. Il a également pris un arrêté par rapport à ça. Et décidément, peut-être que quand il était au niveau donc, de la DEC, il voyait qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas parce que la rapidité avec laquelle justement il a pris cette décision surprend plus d'un. Alors, par rapport à la lenteur dans le traitement des dossiers assignés donc, aux agents à divers niveaux de responsabilité, qu'en est-il exactement? Oui, vous l'avez dit, il était à la DEC, il observait. Et il s'est dit que le mieux, c'est d'écrire à tout le monde pour remettre tout le monde au pas. Reconnaissons que dans l'administration béninoise, ce n'est pas dans l'enseignement seul. Et ils sont nombreux, ceux qui mettent le coude sur les dossiers en attendant qu'on vienne. Il a été clair, il faut désormais traiter le dossier à la bonne heure et vite. Et il suit ça de près. Mais c'est là où il y a beaucoup plus de corruption. Il faut mettre des cailloux sur le dossier avant d'être traité. Enfin, je n'ose pas parler de corruption, mais je dis mettre le coude sur le dossier. À ce moment-là. Le mot même, il n'y a pas de problème, monsieur le directeur de cabinet, mais il y a une autre arrêté quand même qui parle de la gestion des emplois du temps dans les établissements d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Alors, ces emplois du temps sont conçus avec permissivité, selon donc, les termes même, du ministre, et parfois non signés par les chefs d'établissement. C'est ça? Oui, ce sont des constats faits par l'inspection générale du ministère sur le terrain. C'est ça. Et face à cela, il fallait rappeler à l'ordre tous les chefs d'établissement pour que l'emploi du temps devrait se faire en double exemplaire. C'est ça. Un au niveau du censeur, un au niveau du directeur. Et en principe, c'est le directeur qui signe l'emploi du temps et les deux doivent être signés. Ça permet un contrôle. Bon. Et l'autre problème, c'est qu'il y a des enseignants qui s'organisent pour ne pas avoir le quota horaire normal. On dit, bon, si j'ai 18 heures, sur 1 heure supplémentaire ou 2 heures supplémentaires, je n'en veux pas. Et dans ces conditions, on se retrouve à 15 heures ou 16 heures et on perd 2 heures. L'État perd 2 heures qu'on va donner après un vacataire. Donc, c'est pour ça qu'il l'a exigé. Et il y a des commissions de contrôle sur le terrain pour voir l'effectivité de ce rappel à l'ordre. Et l'autre arrêté qui fait beaucoup de bruit actuellement, c'est celui que vous connaissez très bien, la tenue vestimentaire et l'usage du téléphone portable en milieu scolaire. Alors, pourquoi l'autorité ministérielle a pris une telle note circulaire? Bon, on enseigne aussi à partir de ce qu'on est. Monsieur Renaud, je voudrais vous demander si vous voyez un enseignant mal habillé, quelle réaction vous aurez si vous étiez élève? Le professeur qui vient au cours pour faire 2 heures et pendant 45 minutes additionnées, il a son téléphone à l'oreille ou bien il pianote sur son téléphone portable. Quel cours il donne? Et vous savez, moi, ce qui me surprend dans la réaction de certains collègues, c'est que ces mêmes collègues interviennent dans le privé. Et dans le privé, très peu de chefs d'établissement acceptent l'utilisation du téléphone portable aux heures de cours. Donc, c'est juste une mesure qui permet à tout le monde d'être au même niveau. Jusqu'à une époque récente, on enseignait sans téléphone aux oreilles. Et on enseignait bien. Bon, alors pourquoi aujourd'hui on va avoir le téléphone forcément pour enseigner? Le modernisme, le monde a évolué selon des apprenants. Oui, c'est vrai, c'est du modernisme, mais il ne faut pas en abuser. Vous savez, les gens ne le disent pas, mais
À partir de la rentrée prochaine, même en France, le téléphone portable est interdit dans les établissements. C'est ça. Ben oui. Donc, vous avez anticipé un peu les choses ici? Non, ce n'est pas anticipé. Nous nous sommes rendus compte que c'est une réalité chez nous et qu'il faut le faire à temps. Parce que oui, il faut le faire à temps. Alors, mais du côté des apprenants, hein, surtout au niveau donc, des jeunes filles, c'est qu'il y a des talents exagérément hauts, des parures, des chaussures fantaisistes, des sous-vêtements visibles. Alors, et j'en oublie, alors quelles sanctions encourent justement enseignants et apprenants qui iront en violation donc, de la note circulaire du ministre Kako Marion? Les sanctions, c'est le rappel à l'ordre, l'avertissement, la mutation, et puis en cas de récidive, ce sont les contractuels. Si vous ne respectez pas le contrat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rompre. C'est ça. C'est bien cela. Voilà. Alors, la dernière note circulaire concerne la gestion des absences dans les établissements d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. On apprend que certains enseignants s'absentent des cours sans aucune autorisation. Vous avez également sorti une note circulaire par rapport à ça. Et il y a eu d'autres arrêtés ministériels non moins importants pris par le ministre Kako Marion, gestion des heures supplémentaires par exemple. Il y a tellement beaucoup de notes circulaires et on se pose la question, mais est-ce qu'il y aura un suivi de toutes ces notes-là? C'est suivi, très suivi. Je ne peux pas vous mentir, c'est suivi dans le détail. Et toutes ces notes, en fait, si vous retournez au guide de gestion pédagogique des établissements, tout ça se retrouve dans le guide. Et donc, le ministre n'a fait qu'un rappel. C'est un rappel pour leur dire, bon, aujourd'hui, les gens perdent de vue le bon repère. C'est ça. Un chef d'établissement qui veut gérer son collège, s'il a à sa portée et lit régulièrement le guide de gestion pédagogique, il a tout ce qui est écrit là, dedans, à l'avance. L'essentiel, c'est respecter cela. Et puis quand vous respectez la loi, vous êtes à l'abri de la sanction. Donc il faut éviter. Le ministre a rappelé ce qui existait déjà. Et vous savez, la répétition est pédagogique. Donc voilà le sens dans lequel il faut prendre tout ça. C'est pas beaucoup. Le guide fait 300 et quelques pages. Combien de notes vous avez? Une dizaine ou une douzaine, c'est tout. Il reste à écrire. C'est encore écrit. Bien oui. Oui. Alors pour finir avec ces arrêtés, monsieur le directeur de cabinet, celui portant interdiction stricte, le renvoi dans des élèves des collèges et lycées pendant les devoirs pour non-paiement des frais de contribution scolaire, cela fait grincer un peu les dents au niveau des établissements parce qu'ils n'ont pas les moyens justement pour frapper fort. C'est le seul moyen qu'il faut pour avoir les contributions scolaires. Est-ce que ça ne va pas causer quelques ennuis, peut-être sur le plan financier au niveau de certains établissements scolaires? J'ai été interrogé plusieurs fois sur ça et j'ai dit que tout dépend du management du chef d'établissement et de son comptable. Et si à la rentrée, il perçoit une partie de la contribution, au cours de l'année, il annonce au drapeau 2 ou 3 semaines à l'avance. Écoutez, venez payer parce qu'il y a ci. Il met à contribution les professeurs principaux, les professeurs, etc. Je pense qu'on n'aura pas besoin de renvoyer un apprenant pour qu'il paye la contribution. Et il faut développer en ces élèves aussi le sens du patriotisme. Et il faut ajouter à cela l'exploitation faite de la contribution. Si dans votre établissement, vous utilisez la contribution de manière remarquable, ce qui permet aux élèves de savoir que leur contribution, c'est une contribution, favorise le développement du collège, on n'aura pas besoin de leur demander l'argent. Voilà, monsieur le directeur de cabinet, nous sommes à mi-parcours, vous le savez, de l'année scolaire 2017-2018. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu un bilan, quel bilan peut-on faire justement à la date d'aujourd'hui en ce qui concerne les programmes et les dispositions prises pour finir l'année scolaire en beauté? Parce que vous le savez, on a encore 3-4 mois devant nous, on connaît les enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un bilan à mi-parcours si tout va dans le meilleur des mondes au niveau donc de... Enfin, jusqu'à la semaine dernière, je peux dire que la progression est normale. Et n'oubliez pas, nous avons quand même une structure qui travaille tous les jours. C'est l'inspection pédagogique. Et la DIPIC. À ce niveau, la DIPIC est sur le terrain depuis le mois d'octobre et suit de près le déroulement de toutes les activités. Il est vrai que cette grève que j'appelle anachronique va ralentir la progression, mais le ministre, vendredi, a instruit tous les directeurs départementaux de lui faire le point et de voir quelles sont les dispositions qui sont prises
pour l'amélioration des résultats après la suppression des TD et autres. Et qu'est-ce qu'il compte faire et qu'est-ce qui est en train d'être fait. Donc, dès que le compte-rendu sera là, nous allons voir ensemble comment faire pour maintenir le cap. Nous avons eu de bons résultats l'année dernière. Enfin, des résultats, pour moi, passables. Nous devons avoir du meilleur cette année. C'est ça. Alors, il y a les états généraux sur l'éducation, les axes du premier forum sur le secteur de l'éducation et aussi les recommandations du second forum. Alors, tout cela en métallatif, bien sûr, donc de votre département ministériel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces recommandations-là? Parce qu'il y a toujours des problèmes au niveau donc, des enseignants, le statut particulier, bien sûr, donc, de certains enseignants, qui continuent de crier au haut et fort. Aujourd'hui, où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ça? Oui, les états généraux, l'application des états généraux, c'est d'abord la prise de la mesure de l'arrêté 002 qui fixe les conditions de passage et de redoublement. Et c'est là où on a dit clairement qu'il y a lieu désormais d'avoir la moyenne de classe plus le BPC avant d'entrer en classe de seconde. L'application des conclusions de ces états généraux aussi, c'est la formation des formateurs. C'est ça. Bon, ça se poursuit. C'est dans ce cadre justement que on le perd de vue, mais c'est dans ce cadre que tous ces reversés sont retournés à l'école normale pour bénéficier d'une formation initiale. Donc les états généraux ont fait des recommandations qui sont en train d'être appliquées progressivement. Et le statut particulier des enseignants, toujours en berne? Non, il n'est pas en berne, c'est le fameux décret 2015-592. Ça n'évolue pas, on dirait. Non. Chaque année, on reprend. Vous savez, quand on dit ça n'évolue pas, c'est qu'on refuse de voir la réalité en face. Ça n'évolue pas. Il y a eu d'abord l'arrêté qui accorde la décharge horaire au conseil pédagogique. C'est déjà l'application de ce statut. Ce qui donne à réfléchir aujourd'hui, ce qui fait bouger le monde enseignant, c'est qu'ils ont parlé de 8 arrêtés qu'il faut appliquer. Les 8 arrêtés en question, oui, allez-y. Si vous le permettez. Oui, puisqu'ils ont introduit, c'était une procédure d'urgence quand même, ils l'ont dit, du rapport d'évaluation financière des 8 arrêtés, et d'application du décret de novembre 2015 portant statut particulier dans des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré, c'est ça. Donc aujourd'hui, ils estiment que ça ne bouge pas trop. Donc le 8 arrêtés, est-ce qu'on peut rapidement avoir une idée, monsieur le Dessine? Oui, il y a d'abord l'arrêté qui fixe les modalités d'exonération des frais de scolarité des enfants, des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire inscrits dans les établissements publics du premier, second degré et de des universités publiques du Bénin. Le deuxième arrêté, la fixation du taux et des modalités de jouissance de l'indemnité de risque inhérent aux emplois des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Ensuite, la fixation du taux et des modalités de jouissance de l'indemnité de CREI au personnel enseignant de l'enseignement du second degré en situation de classe. Puis, la fixation du taux et des modalités de jouissance de la prime de documentation et d'équipement au personnel enseignant de l'enseignement du second degré. Oui. La fixation du taux des modalités de jouissance et de la prime de commodité vestimentaire au personnel enseignant de l'enseignement du second degré, la fixation du taux et des modalités de jouissance de la prime mensuelle de qualification au conseil pédagogique et des inspecteurs de l'enseignement du second degré, la fixation du montant et des modalités de jouissance de l'allocation pour frais d'obsèques aux ayants droit des enseignants décédés, et la fixation du montant des modalités de jouissance de l'allocation de départ à la retraite au personnel enseignant des enseignements du second degré admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Ouais. Monsieur le ministre Capot nous a instruit en mettant en place une commission pour faire ce qu'on appelle le calcul des incidences financières. Et lorsque nous avons fait ce calcul avec les partenaires sociaux, nous avons abouti à un montant que je me garde de donner. Je me garde de le donner parce que c'est à négocier
Quand les travailleurs ont posé leurs problèmes, ils ont dit, pour tel arrêté, il faut tel pourcentage du salaire. Tel arrêté, il faut tel pourcentage du salaire. Tel arrêté, il faut tel pourcentage du salaire. Lorsqu'ils l'ont fait, le ministre a dit, bon, voilà, c'est ce que vous voulez? OK. Nous allons inviter les responsables du ministère des Finances avec vous en commission et nous allons voir ce que ça coûte réellement, ce que ça va coûter réellement à l'État. Nous sommes à ce stade. Ce travail a été fait et transmis au ministre. Transmis officiellement au ministre. Et maintenant, il faut que nous voyions ce qui peut être utilisé au titre de cette année. C'est-à-dire, voir avec précision quelle est l'incidence que ça peut avoir sur le budget national. Faut-il appliquer les 8 arrêtés automatiquement? Faut-il prendre quelques-uns? Et le taux, le pourcentage fixé par les travailleurs, doit-il être respecté ou doit-il être revu à la baisse ou à la hausse? C'est possible aussi. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra aboutir. Donc nous étions en pleine négociation. Nous étions en train d'échanger sur tous ces sujets-là. Et ce n'est pas le seul problème qu'ils posent, mais c'est ce qui est fondamental, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Mais ce n'est pas c'est quand les négociations sont rompues qu'on va en grève. Les négociations ne sont pas rompues. Nous sommes en train d'échanger et nous comptons toujours sur eux pour mieux faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre Carpo a dit que si ce ministère doit marcher, c'est en accord avec les responsables syndicaux. Et ça, il a toujours dit. C'est pour ça qu'il parle d'échange de bons procédés. Oui, mais c'est vrai qu'il entend soit sa gestion sur la transparence, l'équité et la rigueur, avec comme Caneva, le programme d'action du gouvernement. Exact. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette année, le budget du ministère est amputé de près d'1 milliard de francs CFA. Et on se demande, mais il n'y a plus rien à faire, alors qu'il y a quand même des revendications qui sont là. Quand on a vu le budget de votre ministère révélé donc à l'Assemblée nationale, on s'est posé mille questions, M. le DC. Oui, en fait, il faut comprendre une chose. Dans le budget, il y a plusieurs éléments. Il y a la masse salariale qui, elle, a augmenté. Mais ce qui a diminué, c'est les investissements et autres. Et en fait, ça n'a pas diminué, mais c'est passé vers... ça concerne les investissements pour les constructions de classes et infrastructures et autres. C'est envoyé plutôt au ministère du cadre de vie qui va s'occuper de ce volet-là. Donc, dans la réalité, le budget n'a pas diminué. Mais c'est ce qui est peut-être mis à la disposition strictement du ministère de l'enseignement secondaire qui a diminué. C'est ça. Alors, il y a également le ministre qui a parlé, bien sûr, du renforcement de l'effectif et de la qualité du corps des conseillers pédagogiques et celui des inspecteurs. A-t-il les moyens, bien sûr, de sa politique quand on... Ça, je peux vous dire qu'il a les moyens. Oui. Je le dis avec insistance. On a parlé d'un chiffre de 500, je ne sais pas si c'est... Oui. Et ça va se passer. Ça, je peux vous le dire. C'est programmé et ça va se passer. Bien sûr de ce que... Très sûr. Parce qu'à la fin, souvent, on n'a pas pu arriver à le faire parce qu'il manque de moyens. Non. Est-ce que ce n'est pas des effets d'annonce, Non. Le ministre Carpo a une particularité, c'est quand il est sûr qu'il annonce. Ouais. Il s'entoure du maximum de preuves de sécurité avant d'annoncer. La formation de ces conseillers pédagogiques va démarrer normalement en février, là. Et en fait, ils existaient déjà, ces conseillers pédagogiques. Mais maintenant, ils veulent entrer dans le corps des conseillers pédagogiques en application justement de ce décret du statut particulier des enseignants du secondaire. Bon, les inspecteurs, c'est en accord avec l'AFD que nous allons bénéficier de cette formation supplémentaire d'inspecteurs. C'est pour dire que les moyens sont là. Les moyens sont là, oui. Et les moyens sont là. Il y a aussi la visite médicale au profit donc, des enseignants. Où en sommes-nous la visite médicale, c'est pour le mois de février. Le ministre nous a fait l'honneur de présider cette commission. C'est pour le mois de février. Ça va se passer. Oui. Décidément, ça bouge beaucoup au niveau du ministère. Oui, ça bouge parce que, tenez-vous bien, nous avons un ministre qui est au service à 7 heures et qui rentre rarement avant 22 heures. Mais on a vu un ministre qui tient des discours un peu poignants, des discours, je n'étais pas guéri, mais en griffe, mais voilà, des discours envers, bien sûr, devant ces enseignants. On a comme l'impression qu'il est venu pour franchement bouger les choses. Mais est-ce que ces discours dérangent un peu aussi? Je ne sais pas pourquoi ça dérange.
Je ne sais pas pourquoi ça dérange. C'est vrai qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, mais Non, quand on voit un peu... En fait, c'est proportionnel à son engagement. C'est proportionnel à son engagement. Le discours que le ministre Capo tient devant les autres est un discours franc, sincère, parce que pour lui, on doit se parler le langage de la vérité. Quand ça ne va pas, il faut le dire, puisque quand ça va, on le dit. Donc, 3 mois déjà à la tête du ministère des enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle. Si on vous dit d'apprécier un peu, vous direz oui, naturellement, vous êtes son décès, mais franchement, la main... Non, franchement, je dirais que le respect des normes a commencé. On était au retour aux normes, maintenant le respect des normes a commencé. Ce n'est pas parce que je suis son décès que je vais forcément dire que tout est bon. Mais le contraire aurait étonné aussi. Oui, le contraire aurait étonné. Mais vous savez, vous me connaissez. Ouais. Dans ma vie privée, je n'ai pas appris à dire le contraire de ce que je pense. Et je peux vous dire que je me retrouve parfaitement dans ce que le ministre Capo fait. Je me retrouve parce qu'il y a un engagement de l'homme, il y a une détermination, il y a un désir de voir les choses marcher, de voir bouger les choses. Il bouge les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous... heureux de voir tel que ça se passe. Il est vrai, il y a certaines habitudes qu'on perd. Il y a certaines habitudes qu'on perd. Si on a l'habitude de venir en retard à une réunion, aujourd'hui on ne vient plus en retard. Si on doit être à une réunion avec son portable, ou bon, on est à moitié en salle, et pour le reste sur les médias, aujourd'hui on est en plein dans la salle parce qu'il n'y a pas de portable. C'est des mesures qui sont tout à fait normales. Et les collègues, les directeurs et autres, tous sont d'accord. Ils sont d'accord. Ça, je peux vous le dire. L'imitation, il y a toujours donc le favoritisme dans certains milieux, ça on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que au ministère dans des enseignements techniques, secondaires, techniques et de la formation professionnelle, on a diminué un peu ces affairismes, parce que ça, on le voit, il ne faut pas se les cacher. Bon, des copains... je vais vous demander de faire l'expérience de l'homme. Vous êtes journaliste, envoyez quelqu'un et dites-lui, bon, vous voulez qu'on vous aide à muter quelqu'un. Vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Il vous dira, écoutez... Enfin, vous verrez vous-même la réponse et vous comprendrez que l'affairisme relève du passé. Du passé lointain. Le ministre Kokou même n'accepte pas cet affairisme. Ah non, pas du tout. Ça relève du passé. Ça, c'est le système Yahi. Le système Yahi Alors, on parle aussi donc de la réhabilitation du lycée Bianzé de Porto-Novo, de l'alphabétisation dans les langues nationales. Vous parlez nous un peu donc, de comment ça évolue. La réhabilitation, en fait, on avait accordé au lycée Bianzé une subvention dans le cadre du fonds FADEC de 100 millions. Et récemment, le proviseur m'a dit qu'il a reçu une délégation de la mairie qui est venue voir ce qu'il y a à faire. Au niveau de l'alphabétisation, nous avons opté surtout pour l'alphabétisation des adultes. C'est ça. Et à ce niveau aussi, ça évolue normalement. Et la semaine prochaine, le ministre m'a fait l'honneur d'aller lancer justement une campagne dans le Nord pour ça. C'est ça. Alors, il y a un éditeur qui m'a envoyé un SMS par rapport, justement, depuis hier, ça, je les transmettrai rapidement. Il dit que les usagers des écoles s'attendaient aussi donc, à un arrêté ministériel pour régler donc, le cas des grossesses donc, en milieu scolaire. Alors, le phénomène, c'est vrai, s'intensifie malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? S'il faut prendre un arrêté en fait, les cas de grossesse en milieu scolaire, là encore, quand le ministre va prendre une note, on va dire qu'il en fait trop. Or, il y a déjà une loi sur ça. Non. Oui, il y a une loi. Mais pourquoi ça n'est pas appliqué? Oui, mais quand il va écrire maintenant, on va dire qu'il écrit trop. Dans la réalité, c'est ce qui se passe. Les grossesses en milieu scolaire sont réglementées. Je vous donne un exemple tout simple. Un enseignant, d'abord, c'est plus régulier actuellement. Un enseignant auteur de grossesse, il est puni. Même si l'enfant a plus de 18 ans? Surtout. Surtout, je vous le dis d'avance. Si c'est un élève. Un élève auteur de grossesse d'une autre élève, normalement, l'élève ne doit plus être dans cet établissement. Et il est mis, les deux sont éloignés. Et quand la fille a le congé de maternité,
il est à la maison aussi. Ben oui. Le garçon est... Bien sûr, mais les gens ne savent pas ça. Mais les textes sont là. Quand le ministre va écrire tout à l'heure, on va dire, bon, il écrit trop. Oh, c'est là. Donc, c'est vous dire mais que... il appartient à qui donc La sensibilisation, ouais. c'est pour faire comprendre aux gens Oui. que voilà le comportement qu'il faut adopter. Mieux, les grossesses en milieu scolaire, je vais vous surprendre, mais c'est terrible. Hein? Un mineur, je ne veux pas dire qui a une grossesse, mais qui est victime d'une grossesse, le chef d'établissement a un droit de poursuivre l'auteur de la grossesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les parents même qui viennent à arranger les choses pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Oui, on fait tout pour qu'on ne comprenne pas. Et c'est regrettable. On veut appliquer la loi, mais on contourne la loi. On dit pourquoi on n'applique pas la loi. Voilà un peu ce qui se passe. C'est réglementé. Les textes sont clairs là-dessus. Donc, au niveau des enseignants surtout, le harcèlement sexuel au niveau donc des établissements. Le harcèlement est puni par la même loi. Retournez à la loi sur le harcèlement sexuel. C'est puni. Ce que vous ne savez pas, élève qui harcèle une élève, puni. Professeur qui harcèle une élève, c'est puni. Un élève qui harcèle un professeur, c'est puni. C'est fréquent maintenant, un élève qui harcèle un professeur. Ah ben oui, ça arrive. Il m'est arrivé, quand j'étais chef d'établissement, de voir une jeune femme professeure courir dans mon bureau pour dire qu'elle allait surveiller un devoir. Et un élève se lève et dit « Bonne arrivée, chérie ». Bon, en tout cas, l'élève en a eu pour son compte. Ah oui, c'est clair. C'est extraordinaire ce qui se passe dans nos établissements scolaires, hein, franchement, il faut le dire. Alors maintenant, quel est maintenant le programme d'action du nouveau ministre dans les tout prochains jours, monsieur le directeur de cabinet, parce que là, bientôt, nous allons rentrer au niveau donc... Parce qu'il y a même cette arrêté par rapport... je crois aux examens blancs, je ne sais pas si c'est ça, voilà, c'est qui est réglementé désormais. Voilà. Oui, il faut d'abord dire que le programme d'action du ministre dans les tout prochains jours, c'est l'actualité. Et comme il a dit récemment avec les partenaires sociaux, nous étions en train d'échanger et je réfléchissais à comment améliorer nos résultats. Mais brutalement, vous avez pris la décision de ne plus discuter avec nous. Maintenant, je suis obligé de m'occuper de vous d'abord. On était en train de discuter. Les tout prochains jours, c'est comment faire pour ramener les travailleurs, les professeurs, à de meilleurs sentiments. Et là, il m'a dit de leur dire, de passer par votre antenne pour leur dire que nous demeurons ouverts à la négociation. Et nous pensons que c'est par la négociation que nous allons réussir. Vous allez dire que ça n'est pas rompu? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux vous dire même qu'à la veille, de leur mouvement, quand ils ont déposé leur préavis de l'école, le ministre les a invités. Il leur a dit, bon, écoutez, mais on a pourtant parlé, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont répondu, mais monsieur le ministre, on vous avait dit à la rencontre précédente qu'il y avait des mouvements sociaux en téléchargement. Bon, et que maintenant, c'est que le téléchargement est terminé. Bon, mais c'est dommage, c'est dommage. Et moi, nous pensons, nous espérons, nous demandons qu'ils reviennent à la table de négociation pour qu'on échange et qu'on laisse les élèves, comme j'aime le dire, laissez les élèves aller en classe. Vos problèmes de carrière sont nos problèmes. On était en pleine négociation. Ils ont posé le problème de la fin de la formation de leurs collègues qui sont dans les écoles normales. C'est ça. Bon, ils voulaient les décisions d'admission. Mais franchement, c'est là où j'apprécie positivement le ministre Kapoor. Il nous a dit d'aller à l'école normale. Il a envoyé une délégation conduite par le directeur de cabinet pour demander pourquoi les décisions d'admission ne sortent pas. Nous sommes allés, on est revenu, lui dit, bon, ils ont dit, non, retournez là-bas. Ils n'ont qu'à écrire. Ils ont écrit. Mais en même temps, là, ils ont commencé à nous sortir les décisions d'admission. La plus lourde des décisions, c'est celle de la cohorte 6. La décision arrivait quand ils sont entrés en mouvement. Bon, donc, vous voyez un peu, et nous sommes en train de nous battre pour que les autres décisions sortent. Et là, ils ont pris l'engagement de nous sortir les décisions à partir de la semaine prochaine. Bon, mais je suis convaincu que le ministre va nous dire encore, allez là-bas les voir pour récupérer s'ils ne sortent pas de décision. Bon, ça, c'est concernant
la formation. Mais il y a 47 autres instituteurs, 66 autres. Il nous a demandé de les voir pour voir quand est-ce qu'on pourra commencer cette formation. Et ça a été retenu. L'école normale va envoyer sa facture pro forma au cours de la semaine prochaine. Nous allons l'étudier et nous engager pour que la formation commence. C'est ça. Bref, les arrêtés, les 8 arrêtés dont on parle, nous avons été instruits pour nous rapprocher du budget, pour savoir quelle exploitation on doit faire de l'étude faite pour la semaine prochaine. Donc, et tout ça, ça nous empêche des fois de gérer les collèges, de gérer les directions départementales, parce que ce problème qui était en train d'être réglé est devenu maintenant un problème qui nous empêche de penser à autre chose. Parce que s'ils sont à la maison, mais nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne sommes pas du tout à l'aise, ça il faut le dire. Or, ce qu'ils demandent qu'on règle, là, ça ne peut pas être réglé automatiquement. Les grands principes peuvent être retenus avec des échéanciers. Et là, bon, si on s'entend, on va reprendre. Mais dire qu'il faut qu'on règle la question des 8 arrêtés, ça c'est ce qui concerne le secondaire. Parce que le même problème se pose au primaire. Si le montant du secondaire n'est pas le même qu'au primaire, tout doit être réglé. Parce que le chef de l'État, quand même, est président de la République. Chef de l'État. Donc, on ne va pas régler un problème et laisser l'autre. Donc, tout ça doit être revu, de manière à permettre aux enseignants d'être plus à l'aise. À côté de ça, il y a les sessions de reclassement. Et il nous a dit qu'il faut une session de reclassement assez tôt. Bon, vous voyez, mais la grève nous a coupé un pied. C'est ça. Ouais. Ça fait que nous sommes estropiés. Donc, il n'ont qu'à nous remettre le deuxième pied. Oui. On va à la fin de l'année scolaire. Alors, il y a également cette affaire du paiement des salaires au niveau des banques, des vacataires. Alors, il y a quelques soucis au niveau des banques également. Parce qu'on n'arrive toujours pas à aller chercher les salaires au niveau de la banque parce que les gens sont sceptiques aujourd'hui. Et alors, comment vous arrivez à régler ces petits soucis-là? Oui, j'avoue que c'est une information que vous me donnez quand vous dites que les banques sont sceptiques. Parce qu'avant de venir, j'ai demandé au DAF de me faire le point des positionnements. Il m'a dit que le positionnement est toujours en cours. Ce qu'on avait retenu avec le ministère des Finances, c'est que désormais, qu'on s'organise pour que je ne veux pas parler de salaire, mais les émoluments des vacataires soient payés le 5 du mois suivant. C'est pour cette raison que le ministre a instruit les directeurs départementaux de dire aux directeurs qu'ils mettent en place les commissions de décompte des heures et qu'on arrête le mois au 25. Et ça fait du 25 au 25. Ça fait que quand ils finissent le 25, il y a 10 jours pour engager le processus jusqu'à la banque. Ça suffit largement pour être payé le 5. Et du 25 au 25, ça permet d'avoir un mois plus juste. Donc, c'est ce qui va être fait. Ce flottement que nous avons maintenant est dû à plusieurs raisons. Oui. D'abord, nos jeunes collègues vacataires pensaient que c'était de la blague. Envoyer leur RIB, leur relevé d'identité bancaire. Et donc, ils ont mis du temps à envoyer leur RIB. Et le comité de décompte des heures, dans ce comité, ils doivent y être. Et il n'y a pas ce comité-là dans tous les établissements. Donc il y a eu ce flottement. Et de l'autre côté, c'est qu'il faut reconnaître que si l'État a pris cette décision, c'est parce que il y a un peu d'opacité dans le paiement des vacataires au niveau des perceptions. Imaginez-vous, en 2016, la vacation a coûté autour de 16 milliards. En 2017, l'État a recruté 2800 enseignants. Et malgré ça, en 2017, on dit qu'il faut payer 2 milliards par mois. Mais ces enseignants-là, normalement, quand on a un recrutement pareil, ça fait 18 heures au moins, fois 2800, qu'on doit décompter de la vacation. Mais on voit une augmentation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, on n'a pas créé autant de collèges. Nous étions à 860, nous devons être actuellement à 864. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir clair. Or, quand c'est payé à la banque, il y a une traçabilité. On sait qui perçoit et comment il perçoit. Et on peut lui dire à tout moment, dis donc, ça, c'est pas pour toi, ramène. Et il rembourse.
Donc, c'est un peu pour sécuriser aussi le paiement de la vacation que c'est fait. C'est ça. Mais il y a toujours aussi des collèges et des lycées sans enseignants, surtout dans les coins les plus reculés du pays. Est-ce qu'il y a des mesures de recrutement au niveau de... Oui, il est prévu au titre de cette année un recrutement de 4150 enseignants. Et le ministre a dit que ce serait un recrutement sur poste. Il propose même que tout enseignant recruté doit s'engager à faire au moins 10 ans à ce poste-là. 10 ans. Oui. Ce qui se passe, c'est ceci. Quand on fait le recrutement, ils acceptent d'être mutés partout. Mais 2 ou 3 mois après, on vous présente un certificat médical. Il est malade, il ne peut pas, ou bien c'est un acte de mariage, on demande un rapprochement de conjoints, ils reviennent tous. Dans certaines zones du pays, nous avons un surplus de professeurs. Oui. Et dans l'autre, il n'y a pas de prof. Pourquoi? Parce que tout le monde veut aller quelque part et pense que de l'autre côté, c'est pas possible. Or, moi, je le dis. C'est pas des primes quand même pour inciter quand même des gens à aller dans les coins les plus reculés, au nord par exemple, à Tchoum-Tchoumi ou à Malanville et autres là. Est-ce qu'il n'y a pas ce volet-là? Peut-être pour demander, pour inciter les gens à aller dans ces collèges-là, monsieur le DC. Est-ce que vous pensez que c'est juste comme ça? Non, c'est vrai que c'est pas juste, mais bon, non, si vous trouvez que c'est pas juste, il faut pas qu'on aille sur ce terrain. Oui, mais il y a des moi, je dis toujours une chose. Ces zones dont on parle, si ce sont des zones si déshéritées, moi, je ne les vivrai pas. Je suis né dans l'une de ces zones. Et je suis très fier de le dire. Mon père a servi dans ces zones-là pendant plus d'une douzaine d'années. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais non, ce qui se passe, c'est l'absence de patriotisme. Il faut se dire que aujourd'hui, l'affairisme, on pense que c'est dans certaines zones qu'on est à l'aise et dans d'autres on n'est pas à l'aise. Mais c'est faux. C'est faux. J'ai fait l'expérience avec certains qui ont été recrutés l'année dernière. On les a envoyés dans ces zones dont vous parlez. Et ils ont commencé à se plaindre. Et comme vous l'avez dit, ils interviennent auprès d'autorités mieux placées que moi des fois. Et qui vous appellent, bon, écoute, fais tout pour m'aider à déplacer telle personne. Il y a un parmi eux, j'ai dit, bon, écoutez, vous êtes sûr qu'il veut revenir? On me dit oui. J'ai dit, ok, j'ai pris mon téléphone, donnez-moi son numéro, je l'appelle. Il dit, non, ça va? Il dit, oui. Et il paraît que tu veux aller ailleurs. Il dit, non, c'était avant ça, maintenant je suis à l'aise ici, donnez-moi le temps de rester 2 ans au moins. J'ai dit, ah bon, va dire alors à l'autre qui t'a dit que tu ne veux plus. J'appelle celui qui m'a dit, il dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, mais écoutez, je ne vais pas mentir à mon âge, à mon niveau de responsabilité. Donc, c'est plus psychologique que réel. Ils n'ont qu'à faire l'expérience, se rendront compte. Il faut que sur le terrain, d'abord, pour voir un peu c'est pas ça. Et puis, il faut apprendre à s'adapter. Et quand on s'adapte, on est à l'aise. Il ne faut pas se faire un idéal qui ne corresponde pas à ce qu'on a. Il faut se faire un idéal qui correspond à ce qu'on peut faire et ce qu'on a, mais pas seulement ce qu'on a. Or, c'est ce qui se passe. Et c'est une mentalité. Je pense même que d'ici à là, le point sera fait pour voir si ces enseignants qui sont dans les zones que vous trouvez favorisées méritent de rester dans ces zones s'ils n'ont pas les heures normales, s'ils ont un contrat avec l'État. L'État va opérer un choix. Soit tu vas dans telle zone en respect de mon contrat, ou bien alors tu renonces. C'est ça. Oui, parce qu'il faut comprendre, c'est le contrat. C'est un contrat et on ne veut pas le respecter. Bon, ça, la réalité. Alors, il y a des taux qui sont fixés pour les différents examens, soit le CEP, le BPC et le bac. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère s'est donné, pourquoi pas, cette chance-là d'avoir un taux assez quand même appréciable pour... Nous nous organisons pour augmenter le taux de l'année dernière. Est-ce que les gens augmentent parce qu'il faut peut-être plaire aux bailleurs aux partenaires sociaux, aux techniques aussi? Non, pas du tout. C'est ce qui passe, il faut le reconnaître. Dans notre pays, on a des enfants qui réussissent, mais qui après, voilà, ne font rien pratiquement à la langue. Ah bon? Mais on connaît des gens qui ont quand même la maîtrise de la licence, mais qui ne peuvent même pas vous parler en 2 minutes. Monsieur le disait, vous connaissez mieux que moi. Vous avez dit la licence, la maîtrise, non? Nous serons évalués dans 2 ans ou 3 ans. Quand ceux qui ont réussi au BPC et qui ont la moyenne de classe sont en classe de seconde, quand ils iront au bac, nous allons être évalués. Ce dont vous parlez, vous savez que c'était la formation de masse, le clientélisme. Ça n'a plus cours aujourd'hui.
L'école normale réouverte. Et nous sommes en négociation avec l'école normale pour que ce que l'école normale forme obéisse au profil recherché. C'est ça. Il n'y a plus à former un titulaire d'une maîtrise en droit, on le transforme en professeur certifié de français, c'est exclu. Quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, je ne dis pas on le forme, mais on le transforme en professeur certifié de mathématiques, c'est exclu. Nous sommes en négociation avec les écoles normales et le mardi, nous avons une discussion avec toutes les écoles normales, le cabinet du ministre des Enseignements supérieurs, pour qu'on revienne à ce qui doit être fait. Pour être professeur de mathématiques, il faut avoir reçu une formation de mathématicien. Pour être professeur de lettres, français, anglais, etc., il faut avoir reçu une formation dans ce sens. Voilà ce que nous recherchons. Et nous allons réussir. Vous allez réussir, ça c'est tout à fait normal. Il est 9h58 dans les studios donc, de Océan FM. Mesdames et messieurs, dans quelques 2 minutes, l'antenne sera à vous pour des questions à notre invité. Je rappelle que c'est M. Charles Massimé Kodia. Il est le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Alors rapidement, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, sinon 2 questions sur le plan national avant donc d'ouvrir l'antenne, comme on a l'habitude de dire. Je suis ouvert. Vous êtes donc dans le pays où un peu comment ça se passe, la gouvernance du président Talon, est-ce que ça va pour l'instant avec la grogne au niveau donc de certaines administrations, c'est un véritable test ou bien vous voyez quand même que le président... Oui, en fait, je ne sais pas si ceux qui grognent savent pourquoi ils ont élu le président Talon. On a parlé de rupture. Alors, l'application de la rupture, c'est quoi? C'est tout faire pour que ce qui se passait en mal ne se perpétue pas. Et quand nous nous sommes engagés à corriger les choses, il n'y a pas de révolution sans casse. Il n'y a pas de révolution sans casse. Mais les casses, c'est pour ceux qui trichaient. Donc, moi je dis, la grogne, bon, ça fait partie du jeu. On en a besoin aussi pour bien faire. Mais qu'on n'exagère pas. La lutte contre la corruption, on pense que les mesures sont sélectives. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Mesures sélectives. Ne suivez pas ce qu'on raconte. Qu'on me donne une preuve qu'une mesure est sélective. Le tout n'est pas de dire. Les machines agricoles sont là, et il a fait ici, c'est là, et il y a beaucoup d'affaires qui sont là. Et vous êtes sûr que le président Talon c'était là-dessus? J'ai fait que dire un peu ce que les observateurs disent, le bas peuple dit, c'est que relayer. Non. Quand on dit telle chose, il faut aller voir ce qui se passe réellement. Moi, je suis convaincu que on verra clair dans tout cela. Tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui, qui ont passé le nouvel an donc, en prison civile... Non, attention, là, vous devez comprendre pourquoi je demande que nos magistrats n'aillent plus en grève. Vous-même, vous comprenez. Vous avez dit ceux qui ont passé le nouvel an en prison. Et puis après, on va les condamner peut-être pour 2 mois. Oh, ils auraient déjà fait 6 mois en prison. Qui paye? C'est l'État. Donc, à certains niveaux, je voudrais que chacun de nous comprenne que notre pays a besoin de développement et non de grève. Notre pays a besoin de développement et non de grève. Tous ces pays qui nous apportent des aides, on n'a qu'à voir combien de fois ils entrent en grève. Ils n'ont qu'à voir. On comprendra donc que c'est pas le travail. Et quand on parle d'injustice, mais dites-moi, dans ces pays-là, vous pensez que tout est beau? Non, mais ils ont choisi de travailler pour leur pays et développer leur pays. Ici, on se bat. Des fois, c'est dommage, mais ils sont nombreux à se battre contre le développement. C'est là ce qui est dangereux. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour les suivre. Je dis, mais c'est bizarre. Pourtant, nous avons été tous d'accord pour faire partir le président Yahi. Nous avons été tous d'accord pour la rupture. Mais la rupture, c'est quoi? C'est corriger les choses, arranger le pays pour que demain, on puisse tous être heureux. Et c'est dans cet esprit que le président Talon travaille. Le président Mbéji, le président Talon file le parfait amour aujourd'hui. On a l'impression, surtout la minorité parlementaire estime que c'est une institution de contre-pouvoir et que le président Mbéji devait quand même savoir raison garder par rapport à ses prises de position. Ah donc, le contre-pouvoir, c'est empêcher le pays de se développer. Non, écoutez, de grâce. Je pense que l'Assemblée devient une caisse de résonance quand même. Résonance de quoi?
Si le président Rumbedi se bat pour que les lois, les textes, des accords signés par le président Talon soient ratifiés, on va s'opposer à ça. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Non, écoutez, de grâce, tous ceux-là qui le disent, ils savent pourquoi ils le disent. C'est peut-être une nostalgie d'un passé révolu. Il est 10h passé de 3 minutes dans nos studios. Nous allons maintenant ouvrir l'antenne. Je rappelle très rapidement donc les numéros, le 64 0024 24, le 65, le 65 0024 24 ou le 61 53 90 53. Nous allons donc ouvrir l'antenne. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier tous ces auditeurs qui sont intervenus et remercier ceux qui voulaient intervenir mais n'ont pas pu. Je découvre l'intérêt qu'ils ont pour cette émission et surtout pour le monde éducatif. Nous devons éduquer ensemble, nous devons construire notre nation ensemble. Et chers auditeurs, merci pour vos observations. Monsieur Landry Lara a posé la question qui concerne les vacataires, les États qui sont partis à temps, selon lui, mais les salaires qui ne sont pas payés à temps. Peut-être dans son collège, là où il intervient, c'est ce qui se passait, mais en général, les États ont été confectionnés avec retard. Et ce n'est pas un traitement qui est fait par établissement, il est fait par département. Et quand un département n'est pas, quand tout n'est pas complet, on ne s'intéresse pas à ça. On finit d'abord avec ce qui est bon et bien fait avant de continuer. L'augmentation du taux horaire de vacation. Le ministre a mis en place une commission qui vient de déposer ses travaux et nous sommes en train de calculer aujourd'hui l'incidence financière sur le budget national. Le tout n'est pas d'augmenter, mais il faut voir ce que ça va coûter au pays. Donc, la directrice de l'enseignement secondaire général a été instruite le jeudi dernier pour faire le calcul, c'est-à-dire le déficit en masse horaire de notre pays et multiplier par la moyenne de ce qu'ils ont demandé comme augmentation, pour voir à peu près ce que ça va coûter à l'État. Ce n'est qu'après ça que ce sera introduit. Mais je crois que ces travaux-là sont finis. Bon. Monsieur Loko Jérôme a parlé du directeur révoqué. Je pense que le problème qu'il pose concerne surtout mon collègue de l'enseignement primaire. Je ne voudrais pas me hasarder sur ce terrain, mais je pense quand même que quand un directeur est révoqué, il n'est plus en droit de revenir dans ce collège pour quoi que ce soit. C'est ça. Il n'est plus en droit. S'il a un passif et un actif, il le présente au directeur qui l'a remplacé. C'est lui qui s'en occupe. Monsieur Rotono a parlé des effervescences à Zayanado. Oui. Pour ce qui nous concerne, c'est par rapport au collège. Effectivement, au niveau de Zayanado, il y a eu détournement de fonds publics. Ah oui. Et les mesures sont prises lundi ou mardi. Ce serait signé par le ministre. Et ce que nous recherchons, c'est pas seulement relever les gens de leurs fonctions. Il faut qu'ils remboursent et qu'ils soient poursuivis. C'est trop facile de dire, bon, vous êtes relevé de vos fonctions et puis on se frotte les mains, après on se victimise. Non, il faut qu'ils remboursent. Parce que ce qui se passe dans certains collèges, c'est grave. Vous l'avez dit tout à l'heure, que des directeurs ont été suspendus. Il y en aura autant que possible. Pourquoi? Parce que, mais écoutez, ce sont des fonds publics. On vous demande d'éduquer. L'éducateur est un exemple. Et vous ne voulez pas éduquer, vous voulez plutôt exploiter. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est inacceptable. Bon, il a parlé des mégawatts en électricité. Je pense qu'il va falloir s'adresser au ministre de l'énergie. Mais je voudrais quand même lui dire que quand on pose ces problèmes, il ne faut pas le poser en termes de moi. Si lui n'a pas eu, d'autres l'ont eu. Qu'il reconnaisse que d'autres l'ont eu au moins. Et que certainement sa zone n'est pas encore ciblée parce qu'il y a des normes que la zone ne respecte pas. On n'enverra pas l'électricité dans une zone où, par exemple, il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie d'accès. Donc, je ne dis pas que c'est son cas, mais il n'a qu'à chercher à comprendre d'abord pourquoi. Monsieur Martin Avodé, il a posé le problème du Code Soleil. Je voudrais lui dire que c'est bon. Je me rends compte que monsieur Avodé est très informé des conditions du monde enseignant, mais le Code Soleil date de quand? Il y a des réalités du Code Soleil aujourd'hui qui ne sont plus applicables. L'enseignant qui veut à tout prix utiliser son téléphone portable
pour enseigner parce qu'il a des cours. Actuellement, si un inspecteur passe, il ne demandera pas qu'est-ce que tu as sur ton téléphone portable. Il va te demander de présenter tes fiches. Mais avec les réseaux sociaux, on peut consulter des choses sur Internet, sur le portable. Consulter, l'enseignant se documente avant d'aller en classe. Le bon enseignant se documente avant d'aller en classe. Et on travaille avec les élèves, pas pour forcément leur enseigner, mais en coopération. L'enseignant qui ne connaît pas, il interroge. Et quand l'élève ne sait pas, on dit, bon, écoutez, la séance prochaine, nous nous organisons pour revenir avec. C'est ça, les recherches. Donc, on n'a pas besoin du téléphone portable quand on sait qu'on enseigne réellement. Les RIB qui ne sont pas envoyés à temps, je peux lui confirmer que c'est une réalité. Jusqu'à présent, il y en a qui envoient encore des RIB. Bon, il ne faut pas attendre la rentrée avant la mutation. Ça, c'est une contribution, nous en tiendrons compte. Il reste beaucoup sur le point. Oui, l'interdiction, bien sûr, des coiffures en milieu scolaire, que disent les tests Voilà, que disent les tests, c'est que c'est interdit. Pas de tenue extravagante, pas de coiffure. Et l'administration, c'est là où je ne comprends pas un peu nos surveillants généraux aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je dois quand même en parler de temps en temps. J'ai été chef d'établissement. Dans des cas pareils, le surveillant se met au portail à l'entrée. Toute fille mal habillée, on lui dit retourne à la maison, changer. Si c'est un foulard qui n'est pas autorisé, on lui arrache le foulard. Si c'est des parures qui ne sont pas autorisées, on lui dit enlève tes parures. Et on les lui arrache, c'est facile. On convoque les parents, même quand vous mettez un rouge à lèvres trop remarquable, mais le surveillant te dit nettoie ça avant d'aller en classe. C'est un peu ça. Il y a l'éducation, il y a le suivi des décisions. Et c'est le rôle du surveillant. Nous avons des établissements, nous avons 4-5 surveillants généraux. Quand j'entends parler de ça, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ces surveillants généraux? C'est pas forcément au directeur de le faire. Le règlement intérieur est clair, il doit être appliqué. Bon, le téléphone portable est interdit, c'est dans le règlement intérieur. Ce qui est ajouté aujourd'hui, c'est pour les enseignants, mais les enseignants leur disent déposez votre téléphone portable, ne venez pas au cours avec, parce que sur 2 heures de cours, les gens sont au téléphone pendant 40 minutes. On demande si c'est valable pour le privé. C'est valable pour le privé. N'oublions pas que le secteur privé, nous leur avons conféré un agrément qui peut être retiré à tout moment. Ce qui est applicable dans le public doit être applicable dans le privé aussi. Les réinscriptions, nous avons actuellement en préparation des journées de réflexion avec l'enseignement privé pour voir quelles sont les mesures que nous allons prendre pour que, à ce niveau-là aussi, il y ait justice. Il a parlé de réinscription, mais il y a les TD, j'en ai parlé déjà ici une fois, où on fait des TD même pour les élèves de 6e. Pour faire quoi? L'élève perd son temps à l'école et il n'y a pas de temps réellement pour construire son savoir tel qu'on doit le faire. Donc tout ça, il y a les journées de réflexion pour les congés de détente où nous allons, avec le privé, nous entendre. Ouais, ça. Monsieur Moussa Fataïa a parlé de l'uniforme, des tenues. Oui, privé et public, si ça peut arriver un jour. Avec l'anarchie que nous avons dans le privé aujourd'hui, je pense que ça va arriver. Parce que nous voyons tellement d'uniformes, tellement de tenues bigarrées qu'on se demande, mais ce sont des élèves ou c'est quoi? Ça va arriver. Peut-être qu'il y aura le kaki pour le public, comme nous le faisons, où il n'y a pas d'injustice. Le kaki est kaki, on est en culotte ou en pantalon, en robe correcte, pas moulante. Et c'est clair. Dans le privé, peut-être qu'on va dire, tout le privé désormais, c'est peut-être une tenue qu'on utilise. Mais qui va prendre cette décision-là? Mais c'est en réfléchissant avec les chefs d'établissement privés. Il y a la journée de réflexion. Peut-être qu'on connaît le professeur Kapomoignon, il peut un jour... Non, mais ça, là, c'est une évidence. Il peut un jour prendre la décision. Non, pas un jour. Si vous le dites comme ça, c'est comme si c'est sur un coup de tête. Non, pas du tout. Après longue réflexion, c'est qu'il est rigoureux, parce qu'il n'y a pas de la rigueur, bien sûr. Voilà, si c'est ça, oui. Il prendra la décision. J'avais dit que non, j'ai pas de la rigueur du ministre. Oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas continuer avec l'indiscipline. Des taux de décollage qui sont faramineux. Et l'enfant est absorbé, à travailler tout le temps. On l'abrutit. Au fond, on l'abrutit. Bon, donc voilà. Je crois que Sébastien Nyakos qui parlait bien sûr donc de manque d'enseignants dans plusieurs collèges. Je crois que vous avez déjà répondu. Oui, manque d'enseignants, oui. Puisque il y aura près de 6 000, 4 000 qui seront donc recrutés cette année, avant la fin de... Mais là encore, il faut vous dire que nos enseignants, nos candidats à ces concours n'ont qu'à
passer par l'école normale, où il faut qu'ils aient des diplômes d'enseignement. Parce que ce que nous avons aussi sur le terrain, c'est qu'à 60%, je dis même 70%, ils n'ont pas de diplôme d'enseignement. Aujourd'hui, pour être maître d'école dans un... Il faut avoir le bac. Oui. C'est déjà une avancée terrible pour le monde enseignant. Oui. Merci, monsieur. L'harmonie avec le président de l'Assemblée, chef de l'État. Oui. Mais écoutez, l'Assemblée contrôle l'action du gouvernement. On n'a pas dit l'Assemblée bloque l'action du gouvernement. Non, l'Assemblée s'organise pour... Si nous avons un président de l'Assemblée qui comprend qu'il est temps qu'on regarde dans la même direction, mais pourquoi s'en plaindre? Il faut plutôt prier pour que ça dure. Et je voudrais féliciter au passage le président Talon, félicite pas son chef, mais il a réussi ça. Aujourd'hui, l'Assemblée a conscience qu'il faut accompagner le développement du pays. Et l'Assemblée le fait de façon très agréable et vraiment mes admirations pour les députés. Chrisbel Moncho, vous êtes dans ce studio justement pour nous résumer l'émission Casse sur table, la synthèse. Donc d'abord bonjour, la civilité, comme on dit. Bonjour, Hospice. Voilà, vous êtes donc dans ce studio pour faire la synthèse de ce que le directeur de cabinet a dit depuis 9h10. Depuis 9h10 quand on était dans ce studio. Tout à fait. À l'entame, le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Charles Kodjia, s'est prononcé sur la décision de la Cour constitutionnelle. Il salue cette décision rendue par la Cour, mais par la suite, il avoue le cœur serré que l'exploitation du droit de grève n'a pas été cernée jusque-là par la Cour. Il affirme que l'exploitation du droit de grève, ce n'est pas laisser les pauvres populations mourir, laisser les justiciables ne pas bénéficier des services du droit. Il poursuit qu'il n'est pas du même avis que ceux qui pensent que c'est une décision qui vient baisser la tension sociale qui prévaut actuellement dans le pays. Entrons dans le vif du sujet. Investir le 30 octobre dernier, que peut-on retenir du bilan à mi-parcours du ministre Kakbo Maounian? Son directeur de cabinet nous confie que la progression est normale. L'inspection pédagogique fait un travail de main de maître. Il parle d'un retour du respect des normes, la volonté du ministre de mieux faire. Il instruit les directeurs départementaux pour faire le bilan. Il poursuit également ce matin avec les différents arrêtés dans le secteur, l'arrêté sur le respect du quota des horaires de vacation, la gestion des emplois du temps. Certains chefs d'établissement ne signent pas les emplois du temps. Le constat fait, il fallait corriger le tir puisque certains professeurs s'arrangent pour ne pas avoir les heures normales. Venons-en à l'arrêté qui a suscité un tollé, la tenue vestimentaire correcte et l'interdiction de l'usage du téléphone portable. Le DC déclare ce matin qu'on enseigne à partir de ce qu'on est, du modernisme oui, mais il ne faut pas en abuser. Il continue et rassure du suivi des différentes notes circulaires. Les arrêtés sont dans le guide de gestion pédagogique et disponibles pour tous les enseignants. Il précise également que les recommandations qui fixent les conditions de passage et de redoublement entrent dans le cadre des mesures prises à l'assise des États généraux. Ce sera tout pour ce matin, Hospice. Merci Chrisbel Monchoy et puis rendez-vous dimanche prochain pour une autre synthèse donc, de cette émission Casse sur table. Monsieur le directeur de cabinet, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est en direction de nos collègues qui sont en grève. Ils ont toujours dit que si c'était le ministre Kakbo Maounian seul, qu'il n'irait pas en grève. Je voudrais donc que pour le ministre Kakbo Maounian seul, qu'il revienne à la table de négociation et que ce n'est pas parce que tout le monde est en grève qu'il faut entrer en grève. Les problèmes seront résolus dans le dialogue et la sincérité. Nous allons les résoudre ensemble. Nous les attendons dans l'espoir aussi que leur motion soit suspendue. C'est ça. Qu'elle soit suspendue. Pour nous aider. Voilà. Merci à vous, monsieur le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle d'avoir été là. Merci surtout. On va vous retrouver, pourquoi pas, dans d'autres émissions de la radio des défis. Merci beaucoup. Je suis toujours disponible. Voilà. Mais cette émission Casse sur table, vous la retrouverez demain lundi à 15h en rediffusion sur Océan FM. Vous la retrouverez aussi sur les sites de la radio, www.radio-océanbj.com en vidéo et en audio sur YouTube également. Nous assurons le service après-vente, comme on le dit souvent. Je voudrais donc saluer le bon travail de mes confrères de Iban FM de Paracourt qui étaient en synchronisation. Dis merci également à Semerti Youssoufou.
Bien sûr, qui a assuré bien sûr la caméra donc de Océan Télévision et Christelle Moncho, pour la rédaction de cette émission. Rock Bouton Credo techniquement était donc de l'autre côté de la baie vitrée. C'est Hospice Renou de Travaux. Sachez que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est signé Gandhi. À dimanche prochain, si vous le voulez bien, et passez un excellent moment en compagnie des programmes de Océan FM. Au revoir.